Allez, on continue la première partie de cette partie était longue, hein, mais on n'a pas fini. Mais je pense que c'est, enfin, la deuxième moitié des paramètres de rendu de Octane dans C4D. Ce qui reste va aller un petit peu plus vite. On en était à Keep Environment et on passe donc à C4D Light Linking. J'aime pas ce terme de C4D Light Linking parce que il est semi-effectif. Le light linking, c'est quoi? Alors attendez, je vais trouver une scène. Bon, je ne trouve pas de scène, donc je vais en créer une. On va faire un truc simple, hein, un plan avec un petit cube. Allez, 25, 25, 25, voilà. Petit cube au-dessus d'un plan. On met une lumière Octane, parce qu'on travaille sur Octane, donc Area Light. Je la tourne dans ce sens-là, ça m'arrange. Plus petite, ça m'arrange. Voilà. Donc là, j'ai une lumière là qui éclaire mon plan et mon cube. Et la notion de light linking, c'est un système qui permet de dire une lumière éclaire ci ou cela, ou ci ou cela des objets sont éclairés par une lumière ou pas. C'est des systèmes d'inclusion ou d'exclusion du fait que des lumières vont être actives sur un objet ou un autre. Donc là, on a une Octane Light. Je vais rajouter one. Je vais la dupliquer et elle devient Octane Light 2 et je vais la déplacer là. Bon, je fais la moue. C'est bon ça, ouais. Le light linking, c'est le fait que là j'ai deux lumières. Et si je lance un rendu, mes deux lumières, on le voit au sol là, enfin sur le plan, elles sont effectives et on voit les deux ombres derrière le cube, et puis on voit l'intersection des deux ombres. Maintenant, pour chacun des objets de la scène, on va pouvoir inclure, exclure la fonctionnalité, enfin, le fait qu'une lumière s'exerce d'une certaine façon sur un objet. Alors, ce paramètre, je vais remettre la fenêtre des paramètres ici, qui est le C4D Light Linking. Il est un petit peu ambigu, parce que dans Cinema 4D, il existe un système de Light Linking, un système qui permet de dire une lumière éclaire tels objets et pas d'autres, ou n'éclaire pas des objets mais d'autres. C'est ce qu'on appelle l'inclusion ou l'exclusion. D'ailleurs, c'est souvent ambigu parce que dans notamment ce système de lumière, on va pouvoir choisir d'inclure des choses et d'en exclure. Enfin, soit on est inclusif, soit on est exclusif. Donc, des fois, c'est un petit peu embarrassant. On ne sait pas. Est-ce que il faut que je parte de l'inclusif et je dis quelles sont les lumières qui éclairent mes objets, mais il va falloir que je les fasse un par un. Soit je pars du mode exclusif, si je veux qu'un objet ne soit pas éclairé par une lumière, je rends cet objet ignoré d'une lumière. Bon. Il y a un truc aussi qui est apparenté, vous le voyez là à gauche, c'est le Light IDs Action. Et on a trois possibilités: ignore, disable ou enable. Et le C4D Light Linking, il est ambigu. Prenons ce cube.
je fais un clic droit, je rajoute un tag extension Cinema 4D Octane Object Tag. Donc, je lui rajoute des informations. Ce cube, il a des informations complémentaires, supplémentaires. Donc, on a les informations principales, le motion blur, la visibilité, l'object layer. Et là, ça devient intéressant parce que, excusez-moi, ma caméra était active. Main, motion blur, visibility, object layer. Là en bas, on a Use Light Path Mask. Use Light Path Mask. Pour l'instant, il est non actif, disable. Si je l'active, j'ai une section supplémentaire qui s'appelle Light Path Mask. Et je vais pouvoir lui dire, hey, suivant les lumières, tu réagis ou pas. Donc encore faut-il que dans mes lumières, je lui dise, ben, qui es-tu? Donc sur mon Octane Light 1, dans son tag de Octane Light, dans le Light Settings, je vais tout en bas lui dire que cette lumière fait partie de la section identifiée, enfin de la section d'illumination identifiée avec l'identifiant 1. Pour la deuxième, dans son tag, je vais lui dire toi tu es la numéro 2. Et vous voyez qu'ici ça ne change rien. Maintenant si je vais dans mon cube et dans son tag Octane Object, si j'active le Use Light Path Mask, Enable, je lui dis tu vas exister dans la façon dont la lumière 1 éclaire la scène ou pas. Donc tout est activé. Là on a le choix, voilà, jusqu'à SI, on verra ça après. Mais les lumières, si elles sont identifiées de 1 à 20, parce qu'à une époque on était, je crois, entre 1 et 8. Maintenant on a jusqu'à 20, je vais dire, hey, la lumière 1, ben tu t'en fous. La lumière 2, tu t'en fous. Et c'est bizarre, il se passe rien. Alors, il se passe rien parce que le C4D Light Linking, il est actif. Mais les liens entre les lumières et les objets de C4D, en fait, au fond, avec Octane, on s'en fout parce que les lumières de base de cinéma 4D nous intéressent. Je sais pas s'il faut que je dise qu'elles nous intéressent pas ou elles nous intéressent si peu, à 0,0001%, quand on fait quand on utilise cinéma 4D avec Octane. Ce qui nous intéresse, c'est les lumières Octane. Donc on désactive le C4D Light Linking et là d'un coup on a un truc qui change. Vous voyez que le cube est sombre. Là en haut, attendez, je vais réduire un petit peu ça. Et je vais refaire ça. Je vais réactiver le C4D Light Linking. Vous voyez. Attendez, je me vire de l'écran. Vous voyez le cube là, il est éclairé là en haut. Si je désactive le C4D Light Linking, le cube il n'est pas éclairé en haut. Puisqu'en fait, dans mon cube, dans les paramètres Object Tag Octane, je lui ai dit hey, tu n'es pas éclairé par les lumières 1 et 2. Je peux réactiver la 1, et vous voyez que il est un peu plus clair. Je la désactive, je réactive la 2, il est un peu plus clair. Je peux activer les 2, et je peux désactiver les 2. Je veux dire, l'objet, il n'est pas éclairé par les lumières. Alors là, vous allez me dire, pourquoi l'objet, même s'il n'est pas éclairé par les lumières, on le voit bien là en haut. Attendez, je vais zoomer un peu.
On le voit bien là en haut, puisque cette face supérieure, elle reçoit pas apparemment de lumière. Pourquoi les côtés sont éclairés? Ben, parce que les côtés du cube sont éclairés par les lumières. Attendez, ouh, j'ai fait pivoter la scène grave. Les lumières, elles éclairent le plan, et le plan va créer des réflexions qui vont éclairer les côtés du cube. Et vous allez voir que si je reviens sur les paramètres qu'on a vus dans les vidéos précédentes, qui sont le diffuse depth, si je le diminue, voilà, si je le diminue jusqu'à 0, la lumière éclaire le plan, mais il n'y a pas de lumière qui repart du plan. C'est-à-dire que Octane ne calcule pas de rebond. La lumière éclaire le plan, mais il n'y a pas de lumière qui repart du plan vers le cube. Et là, le cube, il est noir. Donc ça, c'est le diffuse depth. La profondeur, c'est-à-dire combien de rebonds des rayonnements photoniques vont faire. 0. Alors, quand on le met à 0, en fait, on en a quand même un qui est celui qui va de la lumière jusqu'au plan et du plan jusqu'à la caméra. Donc, il ne s'agit pas de 0, il s'agit de... Le 0, c'est un minimum de 1. Et plus on augmente ce paramètre, vous voyez le cube là qui devient gris, et plus on l'augmente et plus ce cube va recevoir des réflexions intermédiaires, et donc il va être éclairé. Mais il n'est pas éclairé directement par les lumières. Alors le C4D Light Linking, il est censé gérer un autre tag que l'on peut utiliser sur les objets, qui est render dans le compositing. Dans le compositing tag, vous avez ici par exemple dans exclusion, vous pouvez dire exclut telle lumière ou exclut telle autre, exclut forcer une exclusion pour l'éclairage direct, pour la réfraction, pour la réflexion ou pour la hiérarchie. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait cette fonction qui est censée donner une espèce de compatibilité entre les lumières et cette potentielle inclusion ou exclusion par rapport à des lumières qui seraient des lumières de C4D, pas des lumières Octane, en fait ça ne sert à rien du tout. Mais alors, quand je dis à rien, c'est à rien. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne sert à rien. Même si vous lui dites utilisez le C4D Light Linking, si vous dites à votre objet dans le système de compositing, avec le tag de compositing, je veux pas que tu crées des ombres, je veux pas que tu reçoives des ombres, je veux pas que tu sois vu par la caméra, ça ne sert à rien. À rien. Il y a un cas très précis dans lequel il peut être utilisé, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'est complètement inutile. Quand vous faites de l'octane, vous utilisez des lumières octane. Vous ne faites pas chier à faire une scène éclairée par un système octane avec au milieu une lumière de C4D avec un light linking. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Donc, ce paramètre, de préférence, vous le désactivez et comme ça, vous travaillez avec les lumières de cinéma 4D, avec les lumières environnementales de cinéma 4D. Les tags de composition, vous les oubliez. Là, sur le plan, je peux mettre un tag extension C4D object tag et dire au plan, utilise les masques de lumière et tu ne vas pas être éclairé par la lumière 1 qui a priori est celle-ci, mais tu vas être éclairé par la 2. Vous voyez, la 2 éclaire le plan, elle crée en plus une ombre sur le cube,
même si elle n'éclaire pas le cube en haut. Voilà le genre de choses. Attendez, je suis encore à l'image, voilà. Là en bas, voilà le genre de choses qu'on peut faire dans des contextes vraiment très précis, mais c'est même pas qu'ils sont rares. C'est que même si la compatibilité entre le light linking de C4D avec les lumières de C4D existe avec Octane, son usage est inutile. Donc lui, vous le désactivez et on n'en parle plus. On passe au AI Light. Ouh. Vaste sujet. Non, vous savez quoi? Avant de s'occuper du AI Light, on va voir le paramètre suivant, le Light IDs Action, puisqu'il est complètement lié au Light Linking et au tag Octane Object Tag sur les objets. Excusez-moi, mais c'est un peu difficile de savoir comment aborder ces sujets, parce que il y a toujours des systèmes de hiérarchie. Quand je dis ici à mon cube, à travers son object tag Octane, tu ne te soumets pas à la lumière 1 et tu ne te soumets pas à la lumière 2, il n'est pas éclairé par la lumière 1 et la 2. Si je désactive tout, je peux les cocher un par un. Alors, il n'y a pas de lumière 3, 4, etc. Donc bon, ça sert à rien, mais là, tu es éclairé par la 1, là, tu es éclairé par la 2, et tu es éclairé par la 1 et la 2. Mais ça n'empêche pas la 1 et la 2 de, a priori, créer des ombres. Si, puisque, a priori, là, on a spécifiquement indiqué que la... je sais plus laquelle. Oh ben, vous voyez, je sais même plus. Celle-ci, ah oui, c'est sur le plan. Voyez le truc. Parce que le plan ne reçoit que une lumière, la 2, et pas la 1, parce qu'il n'est exposé qu'à la lumière 2 qui se trouve là, a priori, hein, je vais vérifier quand même si c'est bien la 2, light 2, oui, c'est la 2 qui se trouve ici. Le plan n'est exposé qu'à la lumière 2, mais non seulement il n'est éclairé que par la 2, mais en plus, seule la 2 va pouvoir générer des ombres sur lui. Même si la 1 éclaire, on la voit, elle est là. Même si la 1 éclaire le cube, donc je vais lui dire, voilà, la 1 éclaire le cube, vous voyez, le cube il devient clair là au-dessus, mais il n'y a pas d'ombre. Parce que le plan, lui, ne veut pas de la lumière de la 1 qui se trouve là. Et figurez-vous qu'il y a encore une couche au-dessus de ça. Au-dessus de ces réglages individuels que vous pouvez avoir sur les objets, vous avez le Light ID Actions que vous pouvez mettre en Disable pour forcer, pour désactiver des choses, ou Enable pour lui dire j'active des choses. Par exemple, je lui dis j'active la lumière 1. Si là je suis en mode Enable, j'active la lumière 1. Pourtant sur le cube, je vais voir, donc le cube, lui, ici, dans son tag, il est prêt à recevoir la lumière 1. Si j'active la 2, il ne se passe rien parce que ici, seule la lumière 1, globalement, est activée. Je peux activer le 2 sur le cube. Tant qu'il n'est pas activé ici globalement, il ne se passe rien. Si j'active la 2, vous voyez que la lumière 2 est active globalement, mais sous cette activation globale, j'ai ensuite les activations secondaires dans les tags ici, c'est-à-dire que ce cube est éclairé par la lumière 2. Vous regardez là, je vais activer dans le cube,
cette face est éclairée, mais même si je désactive l'éclairage par la lumière 2 provoque quand même une ombre sur le plan qui, lui, contient la lumière 2 dans son interaction. Et justement, on a ce paramètre ici, Use Light Pass Mask. Si je l'enlève, ça veut dire que ces paramètres globaux ne sont plus effectifs. Enfin, bref, c'est Space. Et quand vous mettez le Light ID Action en Enable, vous avez aussi une inversion du lien. Vous pouvez dire, voilà, ici j'ai la lumière 1 qui est active. Cette lumière 1, elle n'est pas désactivée sur le cube, elle est active, vous voyez, j'active le cube, est soumis à la lumière qui a le numéro d'identification 1, je reviens dans la lumière 1 pour voir là en bas le Light Pass ID, la lumière 1, elle a un Light Pass ID de 1, la lumière 2 a un Light Pass ID de 2, le cube réagit à la lumière 1, il est éclairé par la lumière 1, et il renvoie de la lumière sur le plan, et sur le plan, vous voyez que la lumière 1 est désactivée, et le plan est éclairé en réflexion secondaire par le cube. S'il y a de la lumière sur le plan ici, ce sont des réflexions de lumière, de la lumière 1 qui viennent sur le cube et qui éclairent le plan. Donc, dans les paramètres de soumission du plan à l'éclairage, je peux lui dire, le plan, on y est, tu n'es pas éclairé, ou tu es éclairé par la lumière 1, ou tu n'es pas éclairé par la lumière 1, mais ça ne veut pas dire que le plan n'est pas éclairé par les réflexions de la lumière 1 qui est acceptée par le cube, et ces lumières, l'éclairage va se réfléchir sur le plan. Le plan continue d'accepter les éclairages secondaires, c'est-à-dire les rebonds. Alors, ça permet de faire un tas de trucs, hein. Surtout, en fait, ces fonctions permettent de se débarrasser de certains problèmes. Et vous avez un système d'inversion. Autant, vous pouvez dire au plan, avec un Octane Object Tag, lui dire « Ne te soumets pas à la lumière 1 » si dans ce paramètre Light IDs Action Enable, dans le Light Linking Invert, vous activez le 1, la lumière 1, ça crée une inversion de ce paramètre secondaire. C'est-à-dire que ce paramètre secondaire qui est le plan ne reçoit pas la lumière de la lumière 1, puisque là il est désactivé, et là je le renverse. Si ici c'est faux, là ça devient vrai. Et si c'est vrai ici alors que là, enfin, si c'est faux ici alors que là c'est vrai, regardez. Je dis au plan, reçoit la lumière 1, mais là j'ai activé l'inversion. Inverse le fait que les objets reçoivent la lumière 1 ou pas. Et donc le plan n'est plus éclairé. Et parce que le cube lui-même n'est pas éclairé par la lumière 1, eh ben, on a la lumière et on n'a plus rien. Alors, ça peut paraître complexe, mais en fait, si vous le prenez d'une façon hiérarchique, comment réagissent les objets, puis comment j'agis globalement, ça va vous permettre d'inverser des lumières sans avoir à toucher aux objets. Seulement, une fois que vous vous mettez à rentrer dans ce système, vous savez plus qu'est-ce qui est activé, qui inverse quoi, puisque pour inverser un éclairage, encore faut-il que l'éclairage soit déterminé, encore faut-il qu'un objet ait un tag. Si j'enlève le tag
Octane Object de mon cube. Ici, l'inversion fonctionne parce que par défaut, même s'il n'y a pas d'éclairage dans mon... Enfin, de détermination de l'éclairage de mon cube par la lumière 1, si je l'inverse, le cube n'est plus éclairé parce que par défaut, si je dis pas que le cube est éclairé ou pas, il l'est. Voilà. Donc, ça permet de faire des choses spéciales. C'est un paramètre, il existe. Je crois que j'ai utilisé une fois dans une production. C'est une pub pour un sèche-cheveux, je crois. Sèche-cheveux ? Ouais, je crois. Peu importe. Allez, on continue. AI Light. AI, Artificial Intelligence. Bon, c'est un petit peu le propos du truc, mais je pense que le terme est exagéré. C'est plutôt, est-ce qu'on active un système qui va automatiser un petit peu la puissance des lumières pour avoir une répartition qui soit plus rapidement correcte dans le rendu. Alors, attendez, je me remets à l'image. Ouais. Pour être très clair à ce sujet, le AI Light, c'est une sous-division de l'algorithme de rendu, notamment du path tracing, du PMC ou du photon path, qui peut être activé ou désactivé et qui va réagir dans une condition, enfin sous une condition. Alors attendez, je vais enlever ce tag et pourquoi mes objets sont... Attendez, je vais voir un truc. Oui, alors là vous voyez un petit bug avec ce que l'on vient de voir avant. Sur les Light IDs Action. Là, sur mes objets, le cube et le plan, je n'ai plus, là en haut à droite, je n'ai plus aucun tag sur le cube et le plan. J'ai pas un tag Octane Object Tag qui dit que ce cube n'est éclairé que par la lumière 1. Et si je... Enfin, que je coupe tout ou pas, voilà. La seule lumière qui l'éclaire, c'est la 1. Ok, on a l'impression que c'est ok. Mais si je vais dans le Light IDs Action et que, vous voyez bien, on est sur Ignore. Si je le mets sur Enable, je désactive tout et j'ai plus rien. Si je le mets sur Ignore, là, les deux lumières, ok, elles éclairent mon cube, mais comme vous le voyez, mon cube il est éclairé par la lumière 1 et la 2. Et si je mets en Enable, Exclude, alors active la 2 et exclut la 1. Si je viens sur Ignore, vous voyez ce qui se passe. La 2 crée une ombre et la 1 ne crée rien. Alors que dans mon objet, il est bien soumis à la 1 et à la 2. Alors que le paramètre, lui, il est sur Ignore. Donc si je reviens dans Enable, que je désactive tout, que je me remets en Ignore, là maintenant, j'ai bien mes deux lumières qui créent des ombres sur le plan à partir du cube. Et là, il y a vraiment un schmilblick parce que active la lumière 1, la 2, mais inverse la 1. Donc la 1, c'est celle-ci, celle-là. Donc les deux, là, elles sont effectives, hein, elles sont activées, là, Light IDs, elles sont activées, Enable, activées, mais inverse la première. Donc celle-ci n'a plus d'influence sur le cube. Et maintenant, si je vais dans Light IDs Action et que je mets Ignore, eh ben, il ne l'ignore pas. Et même si je recharge la scène,
même ici si j'utilise Restart New Render, même si j'utilise la fonction Stop and Reset Render Data, vous voyez, la 2 crée une ombre, la 1 non. L'object tag, l'Octane Object Tag de mon cube, je le supprime, je relance, je recharge, et on n'a toujours qu'une seule lumière qui crée des ombres. On n'a aucun Octane Object Tab sur le plan ou sur le cube. Par contre, il a retenu que dans la section Enable du Light IDs Action, la 1, elle était inversée. Donc quand j'active, il fait bien ce qu'il lui est dit. Et encore, il faut que je clique deux fois pour réactiver la lumière 2, réactiver la 1, inverser la 1, enfin ne pas inverser la 1, inverser la 1. Et si je viens sur Ignore, la 1, elle reste inversée, elle ne crée pas d'ombre. Ça c'est le genre de bug. Enfin, c'est pas un bug d'une façon inattendue, c'est que simplement la programmation est mal faite. Il y a quelque part, il manque des lignes de code pour dire hey, si je désactive, il faut rétablir. Donc, oui, au fond, c'est un bug, et quand vous vous retrouvez confronté à ça, quand votre cube et votre plan n'ont aucune interdiction d'éclairage, et que dans les éclairages Light IDs Action, vous êtes en ignore ça, mais que le cube n'a qu'une ombre provoquée par une des deux lumières, vous commencez à tourner en rond et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Et ça prend des minutes, des dizaines, des vingtaines, des trentaines, ça se dit, des heures, et au bout d'un moment vous revenez et vous dites ah ok, et vous désactivez, vous remettez en ignore, et là les choses se passent normalement. Les bugs, ça existe. Là, en même temps, on est sur Cinema 4D 2024 avec la version 2023, enfin avec une version 2023 alpha de Octane, pas alpha, bêta de Octane, mais même dans des versions de production, vous allez trouver ce genre de bug jusqu'à ce que ce soit débugué, c'est-à-dire que vous allez sur les forums de Hotoy et vous dites hey, il se passe ça quoi. Ah ok, on n'avait pas remarqué, on va le corriger. Voilà. Quels que soient les logiciels de rendu, les moteurs de rendu, les logiciels de 3D, c'est toujours comme ça, même quand vous bossez avec des versions soi-disant stables ou des versions de production, vous avez des choses dans ce genre-là. C'est inévitable. Donc, maintenant on revient sur les AI Light. AI, comme Artificial Intelligence. En fait, il se passe un truc qui est relativement contraignant. C'est que quand vous avez des lumières qui sont très 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 petites en dimension, donc on va le faire là, General Detail, voilà, on va faire une lumière de 2 cm par 2, et la deuxième aussi, elle va faire... où est-ce que je règle la taille? C'est ici, Detail, 2 cm par 2, voilà. Typiquement ici, j'ai deux lumières, elles sont très petites, et même si elles sont relativement puissantes, hein, parce qu'on a un power de 100, je vais mettre un power de 1000 sur l'une et un power de 1000 sur l'autre, même cette puissance qui est multipliée par 10 fait que notre scène elle est étrangement éclairée. Vous imaginez, vous savez, une source de lumière qui vient d'un point. Si elle est puissante, un point, c'est tout. Et le problème essentiel ici, alors,
je vais monter à 10 000 sur les deux en power. 10 000, voilà. Si vous avez des toutes petites sources de lumière, le résultat c'est que vous allez avoir des ombres précises, puisque les lumières sont vraiment un point. Mais le problème c'est que par défaut, quand vous utilisez des toutes petites lumières, la lumière elle se disperse. C'est-à-dire que la lumière elle n'est pas uniformément directionnelle. Si vous avez un plan de lumière qui éclaire comme ça, il n'y a pas juste des photons qui vont en ligne droite. Les photons se dispersent, il y en a qui vont en ligne droite, et ça se disperse à 180 degrés horizontalement et à 180 degrés verticalement. Il y a une diffusion de la lumière. Mais plus la source est précise, un petit point, et bien sûr plus vous avez des ombres franches. Et alors, le problème avec ces lumières qui sont très petites et qui provoquent des ombres franches, je vais revenir à un zoom de 1, c'est que le problème est assez difficile à expliquer. Parce qu'en fait, il est pratiquement invisible. Mais plus vos lumières sont petites et moins elles émettent de photons. Donc plus elles vont provoquer de bruit, du grain dans les intersections. Et là encore, elles sont pas spécialement petites puisqu'elles font 1 centimètre. Mais il se passe un truc qui est assez bizarre, c'est que quand vous utilisez dans le Camera Imager AI Setup Sampler, si vous activez un upsampling de 2, donc là on va zoomer pour voir ce qui se passe. Alors je vais le désactiver, vous voyez. Là c'est bon un petit peu flou parce qu'on zoome, mais on n'a pas d'effet d'aliasing prononcé. Mais on peut forcer un effet d'aliasing prononcé pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus net, et activer le upsampling via l'IA qui va provoquer des bordures un petit peu étranges. Vous voyez, là, typiquement, alors je zoome autant que je peux, hein. Là on voit bien les pixels sur lesquels des ombres sont créées ou pas à cause des lumières qui sont petites. Et si maintenant vous activez ce upsampling, vous avez enfin, je sais pas comment appeler ça. Vous avez un lissage qui est pas super uniforme, hein, mais vous avez un lissage qui s'opère. Et si vous passez le upsampling en 4x4, le lissage est encore plus grossier. Mais ce lissage qui arrive après, il faut dire qu'il est efficace. Il est efficace. Pardon, je reviens. AI. Voilà. Si j'utilise le AI Light et que je dis à mes lumières que ce sont des lumières AI, donc à travers pour chacune des lumières le paramètre de sampling rate, si j'augmente le sampling rate, vous voyez là entre 4 et 5, vous voyez la différence, et là on voit beaucoup de grains sur une lumière et pas l'autre, on voit du grain sur la 2. Si je passe sur la 1 et que j'augmente son sampling rate à 3 aussi, on voit que le grain devient relativement uniforme, mais l'image n'est pas très belle, pour sûr. Attendez, c'est où? Dans, je sais plus, Camera Imager, AI, upsampling 2. Voilà.
surtout ce que l'on a ici, c'est... Alors, je vais rezoomer. Voilà. Ici, on a un upsampling de 2 x 2. Si je le mets à none, c'est propre. Si je mets un upsampling de 2 x 2, je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si on peut le voir. Si je mets pas de upsampling, attendez, dans le kernel, je vais lui demander 1024 échantillons. Alors, avec 1024 échantillons, on a ça avec 2 secondes de rendu qui sont indiquées là. Si je fais un upsampling de 2 x 2, le rendu est inférieur à 1 seconde. Là, on est à 0,0. Donc, je vais retourner dans le kernel. Je vais demander 4096 échantillons. Sans upsampling. Donc là, ça prend du temps. On le voit. Toc, 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 toc. La barre verte progresse. Il aura fallu 8 secondes pour obtenir ça. C'est indiqué là en bas. Maintenant, si je fais un upsampling de 2 sur des lumières avec le AI activé, je n'ai plus que 2 secondes de rendu. Et même si on voit des petits traits là, je vous assure que c'est rien du tout. Si on exagère encore sur un upsampling de 4 x 4, on a bien sûr des défauts, mais là, ça va encore 4 fois plus vite. Et il s'agit de trouver le bon équilibre entre le AI sampling pour des lumières dont la surface est petite. Donc en général, on est en 2 x 2. Voilà. Et là, j'ai un rendu qui dure 2 secondes. Je vais me mettre en zoom. Voilà. En zoom 1. On ne voit pas visuellement, à cette distance, entre guillemets, on ne voit pas la différence ici. Et si je désactive le AI sampling ici, no upsampling, regardez le temps que prend le rendu. 8 secondes pour obtenir, je zoome encore, 8 secondes pour obtenir ça. Alors c'est parfait, mais c'est 8 secondes. Si je mets un upsampling avec des lumières AI, avec un upsampling de 2, regardez à la vitesse où ça va. Voilà, en 2 secondes, l'image est rendue. Et franchement, l'anti-aliasing, là, pour moi, quand on revient à une taille de 1 par 1, voilà, la différence, franchement, on la voit pas. Et la vitesse de calcul a été multipliée par 4. Donc quand vous avez des petites lumières qui projettent des ombres précises, entre le kernel, l'activation du AI Light, alors le AI Light Update, c'est si vous faites une modif sur la lumière, il le fait en temps réel. Mais si vous activez le AI Light et que dans l'Imager, dans la section AI Upsampler, vous mettez un upsampling et que vous activez le AI Upsampling, vous gagnez en vitesse. Excusez-moi, j'ai entendu un bruit étrange. Je ne sais pas ce que c'est. Vous gagnez, vous multipliez la vitesse par 4, 10, 20 et vous avez des ombres qui sont propres quand vous avez des lumières minuscules. Donc, oui, c'est un petit peu étrange parce qu'on navigue entre le kernel où on active les AI Lights, le Camera Imager avec le AI Upsampling, on choisit le sampling 2 x 2, c'est très bien. On l'active aussi ici et le résultat
est correct en gagnant en vitesse, on gagne un truc énorme. Et surtout, enfin, sur mon exemple, on le voit pas bien, mais il y a beaucoup de bruit qui disparaît dans ces ombres avec le AI sampling. Je vais essayer d'agrandir un petit peu peut-être cette lumière, 8 x 8. Voilà. Donc là, on a un rendu qui s'est fait assez vite. On a une pixelisation qui est un petit peu étrange là, oui, ok, mais vu de loin, on s'en rend pas compte. Si je désactive ce upsampling, voilà, les ombres sont nickel, mais on a un temps de rendu de 8 secondes. Si je réactive le upsampling, là on est à 2. Voilà. Et la différence, elle est très 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 difficile à voir. Voilà. Bon, ça c'était pour le paramètre AI Light. Ok. Light IDs Action, on l'a vu. Maintenant, le Path Terminal Power. Je vais mettre la vidéo en pause, je vais boire un peu d'eau, parce que là encore, c'est un sujet. Bien. Là encore, c'est vraiment un truc précis, hein, le Path Term Power. Terme, je crois que ça veut dire terminal. Path Terminal Power. Quand un rayon de lumière suit un chemin, et notamment qu'il a des rebonds, comme sur notre scène ici, je vais virer la lumière 2, je vais garder uniquement la 1. Je vais la rapprocher ici de notre cube, comme ça. Et puis on va voir ce que l'on obtient. Alors ici je suis un peu zoomé. Ah oui, il faut que je désactive tous mes paramètres de AI Light, Upsampling, no, ok, kernel, Path Tracing, voilà. Là je vais prendre des échantillons jusqu'à 1024. Diffuse Depth, c'est-à-dire les rebonds directs, on va monter à 16. Et puis on va regarder ce que l'on a. On a une lumière qui n'est pas très grande. On a une petite lumière qui fait 8 cm par 8, on va mettre 4 par 4. Et là, ailleurs aussi, mais c'est autre chose dont on a déjà parlé. Ici, dans l'ombre, vous avez du grain. Parce que la lumière, et là on voit que la lumière est vraiment découpée d'une façon très pixelisée. Pour atténuer ça, on va utiliser le GI Clamp. Donc là on est à 1 million, je vais mettre 100. Et je pense qu'il va falloir que je descende à 1 et encore. On n'a pas suffisamment d'échantillons pour que ce soit significatif. Bon, peu importe, je vais remettre le GI Clamp à 1 million. Et on a ici du grain normal. Si je descends en échantillon à 240, voilà, on a du grain ici. Et le Path Terminal Power, quand un rayon finit sa course sur une surface, on peut, comme avec les logiciels de traitement d'images 2D, Photoshop ou autre, on a une espèce de... Enfin, on a des filtres gamma. Les mêmes filtres gamma qu'on utilise sur les caméras quand on filme. Parce que le noir est noir, le blanc est blanc, mais les intermédiaires, on peut les augmenter ou les diminuer un petit peu. Le terminal power, si je le mets à 1, vous voyez la quantité de grains que l'on a ici. Et si je le descends, enfin, je sais pas si vous le voyez, mais c'est
un petit peu moins granuleux. C'est pas évident à voir, hein. Donc je zoome un peu. Là on a un terme power de 1. Si je le mets à 0, il y a plus de grains. Et c'est un petit peu une sorte de facteur gamma d'un rayon de lumière qui finit par arriver et à provoquer, non pas une ombre, mais à provoquer un éclaircissement du noir s'il n'y avait pas de lumière. Et le terme power, si vous avez trop de grains dans les ombres, vous pouvez utiliser, là on voit bien je pense, hein, là on a un beau grain. Si vous diminuez le terme power, ça lisse un petit peu, c'est-à-dire que le rayon final qui finit par arriver sur cette face du plan ici, il est un petit peu atténué, un petit peu. Alors ici on a un path term power, donc la fin du chemin de la lumière est atténuée. Donc ici on est à 0, donc si vous avez des images où les images sont très très bonnes dans l'ensemble, mais vous avez trop de grains dans les ombres, notamment par rapport au nombre d'échantillons que vous utilisez. Si je me mets à 50, que je change un peu la vue, voilà, je n'ai que 50 échantillons. Vous voyez le grain ici, et là la puissance terminale du chemin des rayons est assez élevée. Si je la mets à 0, vous voyez que c'est plus lisse, c'est un petit peu plus flou, quoi. Enfin, c'est un petit peu atténué, quoi. Donc, si vous avez des images où vous dites, bon, là, moi, ce qui me convient pour le rendu, c'est d'avoir 512 échantillons, mais sur 512 échantillons, j'ai trop de grains, ou voilà, si je booste, enfin, la valeur par défaut, c'est 0.3. Si vous trouvez que vous avez un petit peu trop de grains sur les ombres par rapport au reste, vous pouvez diminuer un petit peu le path term power et vous aurez toujours un petit peu de grain, mais un petit peu moins. Voilà. C'est, encore une fois, c'est juste une économie de calcul, ça permet de faire des rendus plus rapides. On passe au suivant. Le coherent ratio. Alors lui c'est chaud, quoi. Encore une fois, je vais essayer de vous l'expliquer au mieux. C'est que quand vous avez un rayon, vous savez, vous avez une surface. Vous avez un rayon qui arrive. Si la surface est d'une lissitude infinie, le rayon il arrive avec un certain angle et il repart avec un angle opposé par rapport à la perpendiculaire. Bing, bing. Et ce rayon de lumière qui contient de multiples fréquences qui vont de l'infrarouge à l'ultraviolet en passant par toutes les fréquences que l'on peut voir, ce rayon, suivant ces fréquences, va être dévié. Sans vouloir trop rentrer dans ce truc-là, mais un petit peu. Les déviations des infrarouges par rapport aux ultraviolets, la largeur de leur déviation, puisqu'ils se dévient, hein, c'est inévitable. C'est ça qui nous permet, quand on reçoit avec un télescope une lumière qui vient d'une galaxie, enfin d'une étoile d'une galaxie lointaine, plus la déviation est grande, parce que on sait, par rapport à notre soleil, la quantité d'énergie et de longueur d'onde qui est envoyée. Enfin, la quantité des longueurs d'onde envoyées. Plus on observe un soleil qui est loin dans la galaxie, plus sa lumière met du temps et de la distance à
nous parvenir, mais surtout les longueurs d'onde extrêmes s'éloignent. Et plus elles s'éloignent, plus, plus l'infrarouge est distant de l'ultraviolet dans ce que l'on reçoit, et il y a même des fréquences plus élevées dans la photonique que les satellites perfectionnés arrivent à observer. Plus cette distance est grande, plus l'objet est loin, puisque les fréquences arrivent, mais enfin la lumière arrive, mais ce rayonnement de fréquence, il a une certaine largeur, mais plus il est loin et plus il s'élargit avec le temps. Donc plus c'est divergence, c'est un petit peu ici la cohérence, plus ces divergences de fréquences sont grandes, plus l'objet est loin. C'est comme ça qu'on arrive à savoir que un objet stellaire est à 100 millions, enfin 100 000 années-lumière, 1 milliard, 1 milliard, oui, 1 milliard. Voilà. Et la cohérence du ratio de dispersion, ici sur Octane, c'est le fait que un rayon, quand il va se réfléchir, il peut ne pas se réfléchir forcément d'une façon super symétrique. Et il peut y avoir des divergences liées à plein de choses, à des champs électromagnétiques, à des variations de champs gravitationnels, éventuellement. Ça n'est pas du tout le propos d'un moteur de rendu, mais une variation de champ gravitationnel peut provoquer une incohérence dans le ratio de convergence, de divergence ou de réflexion d'un rayon de lumière. Et le ratio de cohérence ici, voilà, donc là, la lumière arrive, et puis à cause ou grâce à la diffraction de la surface dans laquelle elle rentre, elle va se diffuser et les longueurs d'onde vont ressortir d'une façon séparée. Elles vont se séparer. Certaines longueurs d'onde vont avoir tendance à aller d'un côté et d'autres vont avoir tendance à s'incliner plus, enfin avoir un angle légèrement différent. Voilà. Donc plus vous augmentez la cohérence ici avec le coherent ratio, plus vous obligez les longueurs d'onde à s'aligner sur l'angle sur lequel elles devraient être réfléchies. Mais les surfaces ne sont pas lisses à l'extrême. Donc, puisqu'elles ne sont pas lisses, on diffuse les réflexions. Et quand on a un ratio de cohérence de 0, la diffusion, elle se fait à 180 degrés. Donc la lumière blanche ressort globalement blanche. Et si vous exagérez un petit peu, vous pouvez avoir, voilà ici vous voyez c'est un petit peu rose là. Si j'augmente un peu le ratio de cohérence, voilà, on voit les rayons apparaître. Ceci dit, c'est pas réaliste, hein. C'est d'un point de vue théorique, l'algorithme essaye d'appliquer le réalisme, mais le résultat obtenu, c'est celui-là. Est-ce qu'il est réaliste? Non, en plus on le voit. Là, on a des rayons de lumière réfléchis qui sont interrompus. C'est faux. Mais ajoutez parfois un petit peu, puisque le paramètre s'appelle ratio de cohérence. En fait, c'est quelle incohérence je souhaite ajouter. Non, excusez-moi. C'est quelle cohérence j'essaye d'ajouter. Et si j'essaye d'ajouter de la cohérence, j'obtiens des choses qui peuvent être intéressantes d'un point de vue artistique, mais qui sont loin d'être réalistes parce que le calcul est trop complexe pour obtenir quelque chose de réaliste ici. Voilà. Paramètre suivant, le static noise. Là, on en est quoi? On en est à 1 heure encore. Static noise.
comme on l'a vu, quand on fait le rendu d'une image, si on n'a pas suffisamment d'échantillons, on a un bruit dans notre image. Et si les choses bougent, eh ben, ce bruit il bouge et ça nous donne un bruit, ça papillonne dans tous les sens. C'est ce que l'on obtient quand on filme avec une pellicule, puisque dans une pellicule, chaque section de la pellicule sur laquelle on va essayer de fixer une image a ses propres propriétés chimiques, sa répartition chimique qui va faire en sorte que à certains endroits elle va plus capter le bleu, à d'autres le rouge, le vert, le cyan, etc. D'une image à l'autre, on a un bruit qui bouge, mais parfois le bruit bouge trop, surtout quand on fait des animations. Alors, pour des images fixes, le static noise, on s'en fout, puisque si on a suffisamment d'échantillons, le bruit disparaît et donc on ne s'en préoccupe pas. Mais si vous faites des animations et que vous calculez avec un certain nombre d'échantillons qui conduit à avoir et à accepter d'avoir du bruit, comme on le voit ici. Là, si je monte les échantillons de 340 à 1024, on a un bruit qui est plus diffus, mais on a un bruit qui est encore là. Et si ma séquence est animée, donc je vais prendre ce cube, je vais définir ses coordonnées en X ici, et à l'image 40, je vais le déplacer un petit peu. Non, vous savez quoi? Oui, un petit peu. Voilà, j'enregistre, ok. Donc là, j'ai une toute petite animation qui fait ça. Le problème, c'est que sur mon rendu, non, il faut que je déplace ça. Voilà. Sur mon rendu, je vais avoir un bruit ici qui va être différent d'une image à l'autre. Et alors là, je vous avoue sincèrement que ça dépasse mes compétences. Avoir un bruit statique, c'est-à-dire que les petits endroits où l'image est plus sombre ou les endroits où l'image est plus claire, faire en sorte que ces endroits ne bougent pas à travers ce paramètre là, qui est le static noise, alors que mon animation d'une image à l'autre évolue, et globalement, si je zoome et que je vois ici que j'ai un pixel plus sombre, je zoome à fond, hein, un pixel plus sombre ici, un pixel plus clair ici, le fait que si j'avance, alors le pixel sombre il est là, vous savez quoi, je vais mettre un repère, je vais mettre le coin de cette fenêtre sur le pixel sombre, là, le coin de cette fenêtre, je vais le mettre ici, je vais avancer, et vous allez voir que ici, regardez bien, je déplace la fenêtre, le pixel est plus sombre, enfin, le groupe de pixels ici est plus sombre. Donc, on a un bruit dans l'image qui provient de l'imprécision du calcul ou du manque d'échantillons qui permettrait d'avoir une moyenne qui nous permettrait d'obtenir un dégradé qui soit magnifique. D'ailleurs, si on le fait en utilisant le film region, je vais lui dire filme-moi cette région-là avec un nombre d'échantillons très élevé de 16 000. Vous voyez que là, on a un dégradé qui est magnifique. Enfin, c'est... Voilà. Le problème, c'est que 16 000 échantillons sur un petit bout
Ok, mais 16 000 échantillons sur une image entière, ça prend beaucoup plus de temps, comme vous le voyez là. Vous voyez la barre verte là? Ça rame. Alors, il va falloir trouver un compromis entre le nombre d'échantillons raisonnables. Là, je vais mettre 512. De loin, on a du mal à voir qu'il y a du bruit, mais si je zoome, il y a un petit peu de bruit. Ce bruit, s'il bouge d'une image à l'autre et que ça ne nous dérange pas, très bien. Mais si ça pique un peu trop les yeux, on a cette option qui permet d'avoir un bruit statique. C'est-à-dire que la répartition des rayons, j'essayais de vous expliquer au début de ce truc, je savais pas exactement l'expliquer, mais si en fait. Quand Octane calcule une image, il envoie des rayons un petit peu au hasard. Et puis, quand il calcule une nouvelle image, parce qu'on est en train de calculer une animation, il envoie des rayons au hasard. Mais ce hasard a changé. Et si on lui dit static noise, il reprend le même hasard, il reproduit le même hasard. C'est-à-dire que les rayons vont se propager dans les mêmes directions exactement. Ce qui fait que le bruit qui va résulter ne va pas bouger, le bruit va... Les parties les plus claires, les plus sombres sur des pixels vont se retrouver au même endroit et l'image, on va avoir l'impression que l'image glisse derrière ce bruit, mais c'est parce que Octane s'est efforcé d'envoyer ou de calculer des rayons de lumière au même endroit que l'image précédente et pour l'image suivante, etc., etc. Et là, on obtient ce qu'on appelle un static noise, un bruit qui est statique. Le bruit ne va pas bouger parce que les rayons, aussi aléatoires soient-ils, d'une image à l'autre, les rayons vont être envoyés au même endroit, aux mêmes endroits, au pluriel. Parallel samples. Fou. Ok, je vais boire un petit peu d'eau et puis on en parle. Alors, les samples parallèles, c'est que Octane va demander à la carte graphique ou aux cartes graphiques de traiter des régions d'une certaine taille, c'est le paramètre suivant, c'est le max tile samples, des régions d'une certaine taille, donc ici c'est 32 par 32 pixels, et que si vos cartes graphiques ont suffisamment de cœurs, de corps, on appelle ça COR, C-O-R-E, des cœurs de processing parallèles et indépendants, et ça peut monter à des milliers, vous pouvez demander à la carte graphique de travailler sur 16 blocs différents de 32 pixels, ici 16, 32, 16 blocs de 32 pixels différents. Et si on fait le calcul avec une calculatrice, 16 fois 32, ça fait quand même 512 traitements simultanés. Donc si vous avez une carte graphique qui a au moins 512 cœurs de processing, elle va le faire. Aujourd'hui, les cartes graphiques, les séries 3 et les séries 4 de Nvidia, ça dépasse le millier, 1000, 2000, 3000 éventuellement, 4000 même, je crois. Je suis pas sûr, mais bon. Donc 16, 30, 32, ça correspond aujourd'hui à une carte graphique qui coûte 500 balles. Donc la carte, elle peut le faire. Ces paramètres, en général, on ne les touche pas parce que l'intérêt, c'est que si vous savez que vous avez, par exemple, ici on a vu qu'on avait besoin de 512 corps pour faire du 16 x 30, 32.
Si votre carte graphique a 1000 corps ou 2000, vous pouvez multiplier par 2 ou par 4. L'avantage se mesure en microsecondes, c'est-à-dire que Octane va envoyer des données à la carte graphique et va lui demander de travailler avec, et la carte graphique va renvoyer le résultat, et puis elle passe au bloc au pluriel, au bloc AUX, au bloc suivant au pluriel, mais ces transactions de données, elles vont très vite. Alors, c'est vrai que si vous transmettez un tout petit peu plus de données, enfin, si vous transmettez un bloc de 512, ça va prendre un certain temps. Si vous transmettez un bloc de 4096, ça va à peine prendre plus de temps. À peine. Et quand je dis à peine, c'est à peine. Donc, oui, si vous pouvez transmettre plus de blocs de calcul à vos cartes graphiques, vous allez gagner, mais c'est même pas des millisecondes, c'est des microsecondes. Bien sûr que si vous avez des blocs qui sont bien chargés avec plein de données et tout, les allers-retours, ça peut, sur une image qui prend 10 secondes à calculer, c'est insignifiant. Sur une image dont le calcul est de 4 minutes, ça peut représenter 1 seconde. Donc là, c'est juste des paramètres d'économie qui permettent plus de faire en sorte que les calculs se passent en douceur plutôt que d'optimiser, parce que gagner 1 seconde sur 3 minutes, franchement, c'est rien, quoi. Donc si votre carte n'est pas assez puissante ou quoi, vous pouvez diminuer les paramètres des échantillons qui sont traités en parallèle et du nombre maximum d'échantillons, enfin la taille maximum de l'échantillon qui est traité par chacun des échantillons traités en parallèle. Si vous avez une carte graphique qui n'est pas très puissante, vous pouvez diminuer les paramètres ici. Vous allez avoir un petit gain en vitesse et surtout vous allez empêcher la carte graphique d'entrer dans son mode de saturation où elle n'aura pas assez de cœur pour faire le calcul que vous lui avez demandé. Donc elle va faire ce qu'elle peut en mettant de côté ce qu'elle doit faire en plus. Et le problème, c'est que si elle met de côté ce qu'elle doit faire en plus, elle va réserver de la mémoire, donc ça va diminuer la quantité de mémoire utilisable. C'est très très rare d'avoir à toucher à ça. Pour être franc, je n'ai touché à ça que pour faire des tests, et effectivement, sur des images de 10 minutes, on gagne 2 secondes pour peu qu'on ait des cartes graphiques puissantes, des modèles avec 24 gigas de RAM. Voilà, avec 2500 corps ou plus. Sinon, ça sert à rien. Voilà. Ensuite, le paramètre Minimize Net Traffic. Si vous utilisez, parce qu'Octane vous le permet, d'avoir des machines en parallèle sur le réseau qui vont faire du calcul en temps réel pour vos prévisualisations. Votre machine va envoyer des données aux machines qui se trouvent à côté. En fait, elle va envoyer les données directement aux cartes graphiques. Fais ça, et les données, elles vont revenir. Minimize Net Traffic, franchement, dans la pratique, ça change pas grand-chose. C'est-à-dire que au lieu d'envoyer un certain nombre de blocs d'informations sur le réseau Ethernet TCP/IP, le système Octane va envoyer des blocs de données un peu plus gros, ce qui va réduire la taille des données qui vont revenir en retour pour vérifier que les données qui ont été envoyées sont bonnes. J'envoie des données sur le réseau pour que le destinataire s'assure que les données sont bonnes. Il me dit hey, j'ai reçu ça, est-ce que c'est OK? Et la réponse c'est oui ou non. Et si c'est non, je renvoie à nouveau.
Donc si vous augmentez la taille des blocs que vous envoyez sur le réseau, vous avez plus de chances d'avoir des erreurs, mais vous avez plus de temps de traitement de la possibilité d'une erreur. Donc le Minimize Net Traffic, en fait, c'est une optimisation que Octane fait de lui-même par rapport à la vitesse du réseau et la taille des blocs qu'il peut envoyer. Donc ça, on le laisse. Si on le désactive, il utilise simplement la taille minimum des blocs réseau que l'on peut utiliser à travers notre carte réseau, notre switch, notre hub, notre routeur, la carte réseau de l'ordinateur ou des ordinateurs auxquels on envoie des infos. Il prend la version minimum et il le fait. Ça augmente la quantité du trafic internet pour vérifier que les blocs sont bons. Quand on active l'option Minimize Net Traffic, en fait, Octane utilise simplement les paramètres par défaut de votre ordinateur, de votre hub, de votre switch et des ordinateurs qui se trouvent à l'autre bout. Si à l'autre bout, j'ai un ordinateur qui veut bien accepter des blocs de 2048 kilobits et que moi, je veux lui en envoyer le double, 4096, Octane va se caler sur le minimum essentiel. C'est l'autre. Il est confortable avec 2000. Moi, je peux en envoyer le double. Je vais envoyer du 2000. Point. Il pourrait envoyer moins. Ça augmenterait le trafic. Mais il s'assure que sur la chaîne de transmission, on va utiliser le minimum de la chaîne. Voilà. Et l'appareil le moins performant va déterminer la taille des blocs qui vont être envoyés. Mais à chaque fois qu'on envoie un bloc, il faut des données de contrôle. Donc aller, retour, contrôle, ok. Aller, contrôle, retour, enfin renvoi, ok. Donc ça, généralement, on ne le touche pas. 1h18. Adaptative sampling. Heureusement qu'on arrive à la fin. Adaptative sampling, c'est lié aux parallel samples et aux max tile samples. Les tiles, c'est des... comment on dit en français, des... vous savez, quand on colle du carrelage, quand on colle de la faïence sur les murs de nos salles de bain ou du carrelage au sol, ce sont des tiles, ce sont des formes généralement carrées ou rectangulaires de base. C'est la taille de base sur laquelle on travaille. Et on multiplie ces éléments pour obtenir la surface qui nous intéresse. Donc là, sur le Adaptative Samples, il va travailler sur le maximum Tile Samples et le Parallel Samples pour déterminer pour chacun des blocs que l'on calcule ici, ce sont des blocs là de 32 par 30, 32. Les cartes graphiques en traitent 16 en même temps. Et sur chacun de ces blocs, l'algorithme va essayer de déterminer quelle est la quantité de bruit, comme on le voit ici, dans cette ombre. On a du grain. Ce grain, il n'est pas aléatoire. C'est parce que Octane sait que finalement, sur cette surface sur laquelle apparaît une ombre, mais en fait, c'est surtout que sur cette surface, il y a des endroits qui ont été éclairés. Là, là, ou là, voilà. Ces endroits sont éclairés un petit peu et ces endroits sont moins éclairés. Donc, ces zones plus sombres ont reçu moins de photons, puisqu'il s'agit d'envoyer des rayons de lumière et de voir où est-ce qu'ils atterrissent. Qu'on le fasse depuis la lumière qui envoie des rayons jusqu'à
jusqu'au point final que la caméra va voir, mais on peut faire l'inverse. On peut dire à la caméra, regarde un point et essaye de tracer le chemin inverse pour voir s'il y a de la lumière qui arrive ici. Quand on limite le nombre d'échantillons global sur l'image entière, il ne peut y avoir qu'une infinité ou un nombre réduit d'échantillons qui arrivent sur un pixel de l'image. En plus, c'est multiplié par le filter size qui va s'occuper des points qui se trouvent à côté pour faire une moyenne. Donc l'algorithme il sait que à tel endroit, j'ai pas reçu beaucoup de rayons de lumière. Et en activant le adaptative sampling, on peut lui dire, écoute, s'il y a des endroits où tu penses que la quantité de rayons de lumière reçus est inférieure à tel seuil, augmente le nombre d'échantillonnages que tu vas faire ici. Donc c'est le noise threshold. Threshold, c'est un mot qui est dit difficile à dire. Le seuil en fait. Le seuil. Si, alors là c'est 0,03, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais si le nombre de rayons de lumière reçus à cet endroit-là est inférieur à ce seuil, calcule des échantillons supplémentaires. Donc moi ici j'ai un maximum d'échantillons de 512 et je vais lui dire écoute, si le seuil est inférieur à 0, oh, à Google Drive, fuck you. I don't care. Si le nombre d'échantillons est inférieur à 0,08, le minimum d'échantillons que je veux ici, c'est 1024, le double de ce que j'ai à l'origine. Donc je relance le calcul, et ici, alors, on va essayer de voir si on le voit. Je vais mettre 4096. Alors, je sais pas s'il faut augmenter le seuil ou le diminuer. Je crois qu'il faut le diminuer. Hein. Voilà. Expected exposure. Alors ça, c'est encore autre chose. Je m'attends à une exposition, à une certaine quantité de lumière, au minimum, parce que ma scène est éclairée. Attendez, je vais baisser ici le max sample à 20. Je vais bouger un tout petit peu ma scène. Vous voyez là, c'est moche, il y a un mélange de points qui sont roses, verts, blancs, gris. Je n'arrive pas à le déclencher. Alors, je veux un bruit minimum de... un bruit très faible. 0,0001. Et là, je veux 512 échantillons. Alors, ce seuil ne se déclenche pas si on relance pas le calcul. Alors, je vais augmenter le seuil. Alors, bon, là encore, ça c'est un seuil par défaut, mais en fait, je viens de me rappeler que dans Octane, quand on est en preview live, ce seuil, il s'en fout. Ce seuil, il va l'utiliser quand on va faire un render to picture view. Là, il va utiliser le seuil. Et render to picture view. Ouais, c'est pas évident. Enfin, c'est un truc qui apparaît quand on rentre en
en production, je mets 4096, gros pixel non. Je vais voir si... Alors, j'ai vu, moi, une itération supplémentaire. Il a refait un petit calcul supplémentaire. Si j'augmente là le nombre d'échantillons, 1, 2, 3, 4, tout. Voilà. Maintenant, si j'augmente le seuil, 1, 2, 3, 4, 1. C'est très difficile à voir, mais je pense que là, avec les paramètres que j'ai et une scène qui est beaucoup trop simple, je ne suis pas dans le seuil. Parce que le seuil, il est calculé à partir de toutes les lumières qui se réfléchissent, qui traversent, etc. Là, j'ai une scène qui est trop simple pour arriver à faire rentrer l'algorithme dans le seuil de bruit où je lui dis « Hey, si tu n'arrives pas à tel, au moins de haut en bas, si tu n'arrives pas au moins à tel niveau, à tel seuil de bruit, recalcule des échantillons supplémentaires. » Mais là, on a affaire à une scène qui est tellement simple que il ne fait, enfin, apparemment, il fait une passe supplémentaire, mais rien de plus. Je peux essayer de mettre plus de 0,1 là, mais... Ouais, là, vous voyez, enfin, je sais pas si vous avez vu. Hop, 1, 2, 3, 4. 1, c'est allé un peu vite là. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il y a eu une couche supplémentaire, mais c'est rien, quoi. C'est pratiquement invisible. Vous arriverez à voir la différence quand vous avez des scènes complexes dans des régions où vous avez des réfractions caustiques qui fabriquent des lumières à travers du verre ou un liquide, des concentrations de lumière. L'algorithme dans les blocs ici qui font 32 pixels par 32, il en traite 16 simultanément. S'il y a un des blocs dans lequel il voit que le nombre de rayons qui sont arrivés ici sont supérieurs au seuil que j'ai indiqué, il va recalculer des échantillons supplémentaires que je vais indiquer là. Ça, vous allez le voir quand vous allez travailler des scènes beaucoup plus complexes, vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence. Bon, excusez-moi, c'est pas super clair, mais bon, je vous ai expliqué ce à quoi ça sert, comment ça marche, et si un jour vous avez dans des images, voilà, des zones où la qualité est pas bonne par rapport au reste, il y a deux choses. Il y a ça, le adaptative sampling, et le path term power. Si dans les ombres vous avez des trucs avec du grain, voilà, ça. Si dans les zones lumineuses il y a trop de grain, mais que globalement le reste est bon, utilisez l'adaptative sampling. Deep Image. Oh. 1h30 encore. Bon, Deep Image, attendez. Je bois un coup. Alors voilà, je vous ai trouvé un bon exemple de ce qui explique le Deep Image, même si c'est quelque chose de commun depuis plus de 15-20 ans en 3D, ce qu'on appelle le Z-Depth, c'est-à-dire la profondeur. La caméra, elle voit des choses, et pour chaque pixel que la caméra peut calculer pour votre image, elle sait dans ce pixel quelle est la distance entre la caméra et l'objet qui se trouve là. Vous pouvez avoir un objet ou vous pouvez avoir rien. Et c'est ce qu'on appelle le Z-Depth ou le Z-Depth. La profondeur en Z. C'est-à-dire, vous avez vous avez X, Y, ça c'est ce qui compose votre image en 2D, qui contient des pixels qui sont repérés par leurs coordonnées X et Y. Vous pouvez avoir une couleur sur un point qui est déterminée par l'objet qui se trouve là, les éclairages, etc.
et vous pouvez avoir une information sur la distance entre la caméra et ce point-là. En général, on appelle ça le Z-depth, la profondeur en Z. Et Octane a inventé un système un petit peu plus efficient, un petit peu plus efficace, un petit peu plus, un petit peu plus précis, on va dire, qu'ils appellent Deep Image. Et on a un très bel exemple avec ce clip de Radiohead, House of Cards, qui là est daté de 2008. C'est peut-être à peu près ça. Où on voit que le chanteur Tom York, il est représenté en 3 dimensions à travers une multitude de points qui pourraient être des pixels sur une image. Mais c'est pas simplement des pixels sur une image, on a une information sur la profondeur. À l'époque, faire une capture de ce type-là, c'était plutôt impressionnant. Bon, le détail n'est pas phénoménal, mais ça remonte à 2008. Avec des petits effets en plus et tout. Voilà. Et non seulement on a la profondeur des points, mais vous voyez que là, dans le clip, on s'amuse à prendre les points et les déplacer. Attendez, je vais revenir un tout petit peu avant. Voilà. Là, on va avoir une image, voilà, où les points fabriquent d'autres points qui se déplacent avec une turbulence. Alors, ça, à l'époque, c'était pas révolutionnaire, mais c'était d'un point de vue esthétique quelque chose de très bien. Ici, dans Octane, dans le paramètre Deep Image, qui est activé par défaut, Octane, que vous lui demandiez ou pas, pour chaque pixel, il va calculer. Il dit, bon bah là, je vois un truc, et ce pixel-là, il se trouve à telle distance. Voilà. Et c'est une distance absolue. Donc, Octane le fait par défaut, mais vous pouvez activer le Deep Render Passes, et on y viendra une autre fois, j'ai envie de dire, on viendra plus en détail quand on verra comment, avec Octane, on peut exporter différentes passes avec différentes informations. D'où le kernel Info Channel qui permet d'exporter des informations précises. J'ai besoin de connaître l'orientation de tel point qui correspond à tel, enfin de tel pixel qui correspond à tel point de tel objet, savoir s'il est tourné par là, par là, par là, par là, enfin bref. On peut le faire. Et si vous activez le Deep Render Passes, il va calculer très précisément la position en profondeur d'un pixel, et même il va pouvoir subdiviser les pixels pour que même dans un pixel vous puissiez avoir plus d'informations que sur ce seul pixel. Il va pouvoir vous exporter des données, enfin une grille de données plus précise que ce que vous voyez. C'est le Deep Image. Voilà. Donc dans le Deep Image, quand on l'active, on a le Max Depth Sample, c'est-à-dire qu'il va faire des échantillons, parce que dans un pixel, vous pouvez avoir un petit bout d'un objet, un petit bout d'un autre, un petit bout d'un autre. Si c'est à des endroits où les objets se croisent au milieu de ce pixel-là, il va pouvoir analyser ici jusqu'à 8, jusqu'à 20, jusqu'à 32 objets qui partagent ce pixel pour vous donner une moyenne correcte ou une subdivision, la tolérance depth, une subdivision du pixel pour vous dire, bah oui, là, ce pixel, il y a un bout qui est là, il y a un bout qui est là, il y a un bout qui est là, il y a un bout qui est là. Voilà. On y viendra un jour. Bon. White Light Spectrum, là on arrive au bout. C'est-à-dire qu'il considère
Vous savez, quand vous avez une caméra et que vous faites la balance des blancs, parce que quand vous avez, comme là aujourd'hui, là je suis éclairé par une lumière qui se trouve là dans mon bureau et la lumière est très chaude. C'est une lumière très orangée, mais non seulement ma caméra, mais le logiciel que j'utilise, voilà, NVIDIA Broadcast, c'est lui qui fait en sorte de virer ce qui se trouve autour de moi, parce que je suis pas dans le vide, hein. Derrière moi, j'ai des étagères avec des livres et des trucs, mais il voit que ce qui a tendance à bouger un peu définit une zone de ce qui est en avant-plan, puisque derrière, ça ne bouge pas. Et, et en plus, il essaye d'équilibrer les blancs. Là, ma main, elle est éclairée par une lumière qui est très jaune. Et comme vous le voyez, si je cache ma tête, là, ma tête est un peu plus jaune. Mais le système de balance des blancs de NVIDIA Broadcast fait en sorte que je sois pas super jaune. Parce que il corrige le fait que la lumière n'est pas blanche. Voilà. Donc là, dans Octane, on a la même chose. Il part du principe que les lumières sont pas forcément blanches. Le D65, c'est une norme, on en parlera une autre fois. Si je me mets en Legacy Flat et que je relance un preview de ma scène, voilà, je vais dézoomer, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais c'est un petit peu bleu. C'est parce qu'il y a une surcompensation du fait que la lumière est blanche, alors que dans la réalité, les lumières normales qu'on a sur Terre et la principale venant du Soleil est jaune. Donc pour contrebalancer le jaune, alors non, la lumière du Soleil est blanche, mais quand elle traverse l'atmosphère va absorber le bleu. Le résidu, c'est des longueurs d'onde jaunâtres, ce qu'on appelle des couleurs chaudes. Plus le soleil est bas, plus il traverse une couche d'atmosphère épaisse avant de venir vers nous, plus le bleu est absorbé dans les rayons, enfin dans les longueurs d'onde blanches qui sont émises du soleil. Blanche, ça veut dire qu'il émet toutes les longueurs d'onde avec une même intensité. Ça traverse l'atmosphère composée d'azote, d'oxygène principalement, enfin surtout azote et puis oxygène, a tendance à enlever du bleu, ce qui donne quand la lumière on la reçoit, quand elle arrive sur un mur, chez nous, à travers une fenêtre, sur nous, on est éclairé un petit peu jaune. Donc on a des systèmes de compensation pour rendre le jaune blanc. Donc là, si j'utilise le White Light Spectrum en Legacy Flat, ça veut dire à plat, imaginons que la lumière qui est émise est complètement à plat. Le problème, c'est qu'elle traverse rien, donc elle apparaît ici légèrement bleutée, ce qui permet à nos yeux de comprendre que c'est une lumière brute, mais la réalité, c'est que on traverse un D65, puisque une certaine partie du bleu va être enlevée, et nos yeux vont avoir beaucoup plus tendance à comprendre cette image qui paraît blanche, grise, blanc, gris, noir, et qui en fait est légèrement rosée. Mais c'est parce que nos yeux sont habitués à ça, donc on passe à travers des filtres, et éventuellement on peut utiliser notre propre filtre et dire hey, tu filtres à travers ça, à travers un verre. Voilà, vous voyez ce qui apparaît. Bon. Et on arrive enfin au bout. La dernière ligne,
le dernier paramètre de cette unique section des réglages du kernel de Octane, voilà, c'est le mode de compatibilité. Ben oui, si vous avez travaillé une scène, par exemple sur Cinema 4D 2023 avec Octane 2021, vous pouvez choisir d'utiliser le moteur Octane 2021.1, qui est la dernière version stable, et vous obtiendrez le même résultat en utilisant Octane 2023. Si vous forcez le mode de compatibilité, vous aurez les mêmes images que celles que vous aviez avec le moteur de rendu 2021, sans avoir à changer Octane. C'est-à-dire si vous êtes sur Cinema 4D, vous installez Octane, la dernière version. Mais si vous avez des variations de température, de couleur, de comportement par rapport à une scène que vous avez travaillée avec Octane 2021.1, vous pouvez indiquer là en bas, oui ben écoute, je travaille sur Cinema 4D 2024 avec Octane 2023, mais moi je veux la même image que celle que j'avais dans la version précédente de mes logiciels, et vous avez cette liste de compatibilité qui remonte. Donc, alors attendez, je monte un petit peu la zone là, voilà, 2021.1 avec les volumes, enfin avec les volumes de la version 4.0, 2018 ou version Octane 4.0, et le résultat que vous obtenez est le même, puisque à chaque fois qu'ils intègrent un nouveau moteur, ils gardent les anciens kernels en stock pour que vous puissiez les utiliser dans vos scènes, et que vous puissiez utiliser Cinema 4D ici, mais Maya, 3ds Max ou autre. Vous faites évoluer votre version de logiciel 3D, mais vous gardez la compatibilité du moteur Octane précédent. Donc 1h43, l'autre elle faisait quoi, 2h30, et là on a vu que tous ces paramètres principaux des moteurs de rendu, on n'a même pas vu, on l'a vu un petit peu, mais on n'a pas vu avec précision les différences avec le photon tracing ou le PMC. Mais la réalité d'un moteur de rendu riche en fonctionnalités, c'est ça, c'est qu'il y a plein de trucs, et vous savez quoi, ça c'est rien du tout par rapport à la quantité de paramètres que l'on va trouver dans les textures. Bon, les lumières, on pourra les voir. Ça, à mon avis, on peut les voir en 1h30. Tous les types de lumière, même les IES, etc. HDRI Environment, ouais, ok. Caméra, 45 minutes. Mais le problème, c'est les matériaux. Les matériaux, là. Quand on va rentrer dans les matériaux universels, donc là, je viens de créer un matériau universal, et on passe dans le node editor. Voilà, là j'ai un matériau universal avec tous ces paramètres d'entrée, et tous ces paramètres peuvent être pilotés par d'autres paramètres qui peuvent être pilotés par d'autres paramètres qui peuvent être pilotés par d'autres paramètres. Et je pense pas, c'est pour ça que j'ai dit on va voir Octane de A à Z, mais ce sera de A à Y, parce que il y a tellement de paramètres suivant le type de matériau, que ce soit air, ici pour faire des cheveux, des poils, que ce soit toon pour faire du dessin animé, toon, voilà le toon, avec tous ces paramètres d'entrée et tout ce que l'on peut régler et rentrer à l'intérieur. Donc là, Octane de A à Z, ou presque, et ça n'est que le début.
je pense que la prochaine fois, on regardera le Camera Imager en parallèle avec le Camera. Euh, oui, je vous expliquerai aussi que quand vous réglez tous les paramètres du kernel ici pour avoir des previews, quand vous faites des rendus, à travers les paramètres de rendu Octane, vous pouvez dire hey, tous les paramètres que j'ai réglés là pour faire des previews, je m'en fous. Moi, je veux, pour mon rendu, je veux ça. C'est-à-dire que tous les paramètres que l'on a vus là, vous pouvez les avoir pour le preview et vous pouvez en avoir d'autres pour le rendu. Voilà. C'est monumental et après on verra les EOV groups. Enfin bref, allez, comme d'hab, abonnez-vous si vous voulez voir la suite et être informé. Likez si vous avez aimé, s'il vous plaît. Mettez un j'aime pas si vous n'avez pas aimé, mais si vous mettez un j'aime pas et que vous n'avez pas aimé, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Dites-le simplement, sans être arrogant, outrancier ou déplaisant. Dites-moi, ben, je sais que en général on va me dire c'est trop long, mais ça peut pas être trop long pour expliquer les choses, il faut un certain temps. Si c'est pas suffisamment long, c'est qu'on n'a pas tout expliqué. Voilà. Donc, si vous avez une autre remarque que le fait que c'est long, le temps, c'est le temps qu'il faut pour apprendre les choses et les découvrir. Et ce temps-là, moi, je n'y peux rien. Franchement, je n'y peux rien. Donc, c'est pas que c'est trop long, c'est que ça vous embête que ce soit long. Vous préféreriez apprendre ça vite, mais on peut pas apprendre ça vite. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça prend du temps. Donc, si vous avez un autre truc à me dire que vous aimez pas, vous mettez un j'aime pas et vous me dites pourquoi. Si c'est pour me dire c'est trop long, hein, allez voir ailleurs. Allez, mes amitiés chez vous, prenez soin et puis on se retrouve, là il est tard, donc on se retrouve demain pour la suite de Octane sur C4D de A à Y presque Z. Ciao.